On va discuter évidemment de plusieurs choses. D'abord de la situation en Syrie 4 ans après le début de la révolution. Situation terrible, évidemment. On va sans doute évoquer l'imbroglio des alliances dans la région et qui pèsent sur la situation en Syrie. Je ne prendrai qu'un exemple, c'est l'accord en vue, s'il est confirmé, avec l'Iran, qui est un accord avec un régime qui soutient le régime de Bachar al-Assad, mais qui est aussi un accord avec un régime qui participe au combat déclenché contre Daesh, et puis un régime qui est de l'autre côté de la barricade au Yémen. Voilà de quoi dire la complexité, en quelques mots, des alliances et des retournements d'alliances dans la région. Mais je crois que la troisième chose dont nous allons discuter, elle concerne beaucoup Farouk, qui n'en a pas l'air du tout, mais qui est un homme en colère contre l'apathie des opinions arabes, des opinions palestiniennes, mais aussi des opinions occidentales, y compris parmi les progressistes. J'ai parfois de la peine à dire ces choses parce que je sais que ici ou là, tel média sioniste le dit aussi. Mais ça ne suffit pas à faire que ce ne soit pas vrai. Nous avons tous vu avec plaisir combien le massacre de Gaza cet été avait suscité de manifestations de solidarité, et à juste titre, bien sûr. Il y a eu 2145 morts pendant l'agression israélienne. En Syrie, nous parlons de plus de 200 000, c'est-à-dire 100 fois plus. Et je ne sache pas, sauf information très récente, qu'il y ait eu 100 fois plus de manifestations et de monde dans les manifestations de solidarité avec le peuple syrien. Bref, voilà un ordre du jour important, divers, et je crois qu'on pourra parler tous ensemble de tout cela avec Farouk. Donc je lui donne la parole, il connaît la règle du jeu. Vous avez 30 minutes, cher ami, pour introduire cette rencontre, après quoi on discutera avec nos amis ici présents. Voilà. Très bien. Bonjour. Je vous remercie de votre présence. Parler de la Syrie est quelque chose qui est toujours très dur pour le Syrien que je suis. Parce que avant de parler de la politique, à la fois politique intérieure et politique régionale et internationale, et des alliances et de la situation militaire sur le terrain, il y a ces chiffres absolument terribles de plus de 200 000 morts, autant de, sinon plus, de blessés handicapés, 12 millions et 200 000 personnes, selon l'ONU, qui ont besoin d'aide, dont 11,6 millions de déplacés, 7,6 millions à l'intérieur et 4 millions de réfugiés dans les pays alentours, surtout en Turquie, puis au Liban et en Jordanie. À cela s'ajoutent les nouvelles que nous recevons chaque jour, des bombardements par des sous-munitions, comme on dit, c'est-à-dire avec ces barils d'explosifs qui sont lancés par des hélicoptères, par des avions, sur des régions qui échappent au contrôle du régime. Avant-hier même, nous avons l'information, les images d'un bombardement d'une école à Alep, dont les victimes ont été une quinzaine
d'enfants. Bon. Alors, je veux dire, il y a d'abord cette situation humanitaire absolument terrible, qui est probablement la plus grande, ou l'une des plus grandes catastrophes humanitaires depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et face à cela, il y a cette apathie, cette indifférence dont tu as parlé, Dominique, et qui est extrêmement lourde à supporter. Maintenant, sur le plan politique et militaire, la situation est aussi très affreuse. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement bloquée. Elle est bloquée sur le plan militaire. La Syrie est partagée, disons, pour aller vite, en 3 parties. Une partie contrôlée par le régime, une partie par Daesh, l'ainsi nommé État islamique, et une 3e partie par différentes forces militaires, islamistes surtout, djihadistes, notamment le Front Al-Nusra, l'armée de l'islam, qui est une armée qui tient une ville dans la banlieue proche de Damas, Douma. Et toutes ces forces commettent des exactions contre la population civile. Le régime, on le sait, je l'ai dit, Daesh commet des exactions spectaculaires pour effrayer. Bon, peut-être le nombre des victimes est moins important, mais il y a cet aspect spectaculaire de tout ce que fait Daesh et qui y a un effet très, très négatif pour la cause syrienne dans l'opinion publique mondiale. Parce que c'est cela qui a rendu les gens particulièrement attentifs aux exactions des djihadistes et à sous-estimer un peu les exactions du régime qui sont, en nombre de victimes, beaucoup, beaucoup plus importantes. Dans cette 3e zone, on assiste aussi à des enlèvements. Par exemple, à proximité de Damas, il y a cet enlèvement, maintenant, il y a plus d'1 an, de militants des droits de l'homme, dont 2 remarquables militantes, Razan Zetouni et Samira Khalil, et qui sont... on ne sait pas où elles sont. Il y a des transactions peut-être qui se passent entre ces groupes armés de seigneurs de guerre et le pouvoir. C'est-à-dire, on ne sait pas si les gens enlevés sont encore aux mains de ces groupes ou bien qu'ils ont été passés au pouvoir pour des échanges, bon, comme du bétail. Alors, la question est, je crois, qui nous préoccupe, c'est comment on est arrivé là. Je ne vais pas m'étendre longuement sur l'analyse du régime lui-même, mais quelques mots sont nécessaires quand même pour dire en quoi il est différent de la plupart des autres régimes arabes. C'est-à-dire pourquoi il s'apparente plus au régime irakien de Saddam Hussein, au régime libyen de Kadhafi, plutôt qu'au régime de Moubarak ou de Ben Ali. C'est que, bon, je reviens toujours, moi, à 2 dates qui me semblent fondamentales dans l'histoire arabe contemporaine. Bien sûr, 1967, la défaite arabe, et ses conséquences presque immédiates dans les 3 années qui ont suivi, ces conséquences qui ont été essentiellement la fondation de régimes d'un type nouveau. Le régime de base irakien en 68, Saddam était déjà se cachait derrière Bakr, le général Bakr. 69, le régime de Kadhafi et de Nimeri au Soudan. Aujourd'hui, le président soudanais n'est pas très différent. Bon. Et enfin, le régime de Hafez Assad qui a pris le pouvoir en novembre 1970. Et il faut dire qu'il a pris le pouvoir dans des conditions qui lui étaient, lui, très favorables. Dans des conditions qui lui étaient très favorables à cause de la lassitude de la population et le rejet du régime précédent
Lui, il était le ministre de la Défense du régime précédent. Mais il s'est soulevé contre ses camarades du parti pour annoncer une ouverture. Et cette ouverture a été bien accueillie par la bourgeoisie locale, Damascène, à l'Épine, par l'Égypte. Sadat était arrivé au pouvoir, Nasser était déjà mort et Sadat était au pouvoir, et par l'Arabie saoudite. Et les Américains l'ont applaudi parce qu'ils étaient entièrement opposés au régime précédent, qui était très pro-soviétique. Les Soviétiques ont été très tendres avec lui de peur de perdre la Syrie. Et ainsi, il a bénéficié d'un soutien régional et international extrêmement important. Avec la guerre de 73, il y a eu un afflux d'argent du pays du Golfe. 76, il a eu le contrôle du Liban, à partir duquel il pouvait négocier de loin avec tous ses concurrents arabes, mais aussi avec Israël. Et puis en 79, la deuxième date fondamentale, où il y a eu des choses extrêmement importantes, qui sont la révolution islamique en Iran, le djihad afghan, quand l'Arabie saoudite mobilisait un peu partout dans le monde arabe des jeunes pour aller combattre le communisme en Afghanistan, et avec des entraîneurs américains au Pakistan, etc. Et la paix définitive égypto-israélienne qui a isolé l'Égypte de l'ensemble arabe. La guerre qui a commencé entre l'Irak et l'Iran, qui a isolé l'Irak aussi des affaires régionales. Bon. Et donc, Hafez Assad avait les mains libres dans la région. Il est devenu principalement le principal acteur de la politique. Or, je crois que toute la stratégie du régime consistait en cela, c'est-à-dire de faire occulter tout ce qui se passe à l'intérieur du pays, c'est-à-dire de prendre la société syrienne comme une quantité négligeable, mais de faire de la Syrie le principal acteur régional. Il y a un ami qui a écrit un livre qui s'intitule « À l'intérieur de la boîte noire ». À l'intérieur de la boîte noire, c'est la société syrienne. C'est-à-dire, la société syrienne, personne n'en parle. Qu'est-ce qu'elle est, avec ses problèmes, avec ses contradictions, ses difficultés, etc. On n'en parle pas. Mais on parle de la place du régime dans la région, ses alliances, etc. Finalement, après une décennie extrêmement terrible qui était celle des années 80, où des dizaines de milliers de personnes ont été tuées entre le massacre de Hama, des autres localités et dans les prisons, essentiellement des frères musulmans, mais aussi des communistes, par milliers qui ont été emprisonnés et torturés affreusement. Nous avons des témoignages remarquables sur la question. Et finalement, Hafez Assad a pu tenir le pays, réduire le pays en royaume du silence et de la peur. Maintenant, ce qui s'est ajouté avec l'arrivée de Bachar, et il a réussi à passer le pouvoir à son fils, parce qu'il était inimaginable que quelqu'un d'autre lui succède. D'ailleurs, c'était l'image un peu de marque de tous ces régimes. C'était le cas aussi de Kadhafi en Libye, de Saddam en Irak, qui ne pouvaient pas imaginer un autre successeur que leur propre progéniture. Bon. En tout cas, Bachar arrive au pouvoir avec une promesse d'ouverture qui s'est vite été démentie par lui-même, parce que les clubs de discussion qu'il avait laissé se constituer dès qu'il... dans ces clubs, on a touché un peu aux choses interdites aux années 80, à ce qui s'est passé aux années 80, aux souvenirs du père, etc., souvenirs sacrés. Bon, ça a été fermé. Une répression a suivi. Les problèmes du Liban avec l'assassinat de Hariri, et surtout,
et surtout une nouvelle politique économique néolibérale qui a conduit à la marginalisation de millions de Syriens, de paysans syriens. Jusque-là, Hafez Assad, et c'est un point qui était l'un de ses points les plus forts, avait le soutien de la paysannerie, d'une grande partie de la paysannerie. Ce n'est pas vrai de dire qu'il ne cherchait que le soutien de sa communauté alaouite. Ce n'est pas vrai. Il avait le soutien aussi de la bourgeoisie d'Amassen et Alépide, mais aussi d'une bonne partie de la paysannerie musulmane sunnite, parce que les subventions il y avait un système de subvention de l'agriculture et qui fonctionnait très bien. Et l'agriculture syrienne était, à vrai dire, à un moment donné, assez florissante. Bon. Et même la Syrie est devenue le 4e ou 5e pays dans le monde en matière d'olivier, d'huile d'olive, exporter des légumes, des fruits, du blé, etc. Bon. Ce qui s'est passé avec la nouvelle politique, avec l'arrêt de cette subvention, avec la mainmise totale des parents de Bachar sur l'économie syrienne. On dit que 60% de l'économie syrienne est aux mains du cousin maternel Rami Makhlouf. Bon. Et avec aussi des choses naturelles. Il y a eu une sécheresse qui a duré des années. Bon. Tout cela a amené des centaines de milliers de paysans à émigrer vers les villes où ils ont constitué dans les banlieues, autour des villes, des zones d'habitation informelles, des sortes de bidonvilles. Et ce sont, on le verra plus tard, ce sont ces régions et ces paysans déracinés qui vont être la matière principale du soulèvement. Soulèvement qui a commencé par d'abord une solidarité avec la révolution égyptienne, la révolution tunisienne, la révolution libyenne. Au début, c'était des gens qui se mettaient devant des ambassades pour allumer des bougies, etc. Et puis, il y a eu l'affaire de Daraa, les enfants qui ont été arrêtés et torturés parce qu'ils avaient écrit des slogans sur les murs. La solidarité, et de proche en proche, tout le pays s'est enflammé. Mais les jeunes qui étaient à l'origine de ces manifestations, des jeunes qui sont des jeunes tout à fait modernes, je dirais. Je veux dire que ce sont des jeunes qui ont été élevés avec les moyens modernes de communication et qui sont au courant un peu de ce qui se passe dans le monde et qui ont des idéaux démocratiques. Et leur mot d'ordre de liberté et de dignité, ça a un sens. Ça a un sens, et cela, leur mot d'ordre d'unité nationale, ça avait un sens. Pendant des mois, c'était l'un des mots d'ordre dominants. Le peuple syrien est un, c'est-à-dire contre toutes les manœuvres de division sur une base ethnique ou confessionnelle. Ensuite, ce sont ces masses déracinées qui sont entrées dans la... Et avec le durcissement de la répression, leur résistance s'est durcie aussi. Et on va arriver à cette date qui est extrêmement importante dans l'histoire de la Révolution, qui est le 31 juillet 2011, 1er août 2011. Pourquoi ? Parce que à la fin de juillet 2011, il y a eu 2 manifestations géantes, l'une à Hama et l'autre à Deir ez-Zor, ville importante sur l'Euphrate à l'est du pays. Et la manifestation de Hama, il y avait pratiquement toute la ville qui était dans la manifestation. On a compté plus de 500 000 personnes. À Deir ez-Zor, 250 000 personnes. Et de peur de la répétition du phénomène de la place Tahrir au Caire, le régime a décidé d'occuper les villes, d'occuper ces 2 villes, et pour les occuper, il ne pouvait pas compter uniquement sur les milices et la police qui exerçaient la répression jusque-là, mais il a dû faire appel à l'armée régulière. Et quand il a fait appel à l'armée régulière, a commencé le problème de la vraie militarisation du soulèvement. Parce que des dizaines
des milliers, puis des dizaines de milliers de soldats, de sous-officiers et d'officiers ont déserté parce qu'ils ne voulaient pas tirer sur leurs concitoyens, pour constituer de petits groupes militaires, des brigades un peu partout, sans la moindre coordination, sans la moindre stratégie militaire que d'autodéfense, et sans une direction politique qui puisse les guider, les diriger. Bon. Donc on a abouti à une sorte de lutte armée, mais qui ne ressemble à aucune lutte armée des exemples que nous connaissons, les exemples révolutionnaires, avec un parti dirigeant, avec une stratégie, avec tout cela. Parce que durant cette même période, tous les efforts de constituer une direction unie du soulèvement ont échoué. Ont échoué pour des raisons politiques locales. La répression dans les années 2000, à partir de 2005-2006, a complètement désarçonné l'opposition. Il y a eu une division importante entre l'opposition laïque et l'opposition des frères musulmans. Les frères musulmans qui avaient fait amende honorable, qui avaient dit qu'ils avaient changé, qu'ils allaient travailler avec les autres, etc. Et puis à un moment donné, ils n'ont pas suivi, ils ont été tout seuls. Et après le soulèvement, ils ont cru qu'ils avaient le vent en poupe, que l'Égypte avait il y a une force des frères musulmans très importante, donc qu'ils allaient avoir le soutien de l'Égypte, qu'ils avaient le soutien de la Turquie d'Erdogan. Et donc, ils ont la tête enflée et ils ont commis des erreurs terribles au sein de l'opposition après le déclenchement du soulèvement, comme ils avaient commis des erreurs avant le soulèvement. Finalement, on a abouti à cette situation extrêmement complexe, qui est une lutte armée, comme j'ai dit, avec la possibilité, puisqu'il y a eu des zones entières, peut-être 70% de la Syrie échappée au pouvoir, de l'arrivée des forces djihadistes dans le jeu. Et ces forces djihadistes qui vont devenir dominantes peu à peu, au détriment essentiellement de l'armée libre, pas du pouvoir. Jusqu'à Idlib, on n'a pas d'exemple de zones qui ont été prises par ces forces djihadistes aux forces armées du régime. Toutes les zones qu'ils détiennent ont été au début libérées par ces brigades de déserteurs, bon, et de ceux qui les ont rejoints, mais pas pas été libérés par les islamistes. Bon. Je donne l'exemple, par exemple, de la ville de Raqqa, qui est une ville importante, et elle avait échappé justement au contrôle de l'armée libre et tombé dans les mains de Daesh en mars 2013. Mais Daesh avait chassé l'armée libre et pas l'armée du pouvoir. Bon. Cela dit, la date, à mon avis, la plus importante dans toute l'histoire du soulèvement syrien, c'est ce qui s'est passé en août 2013, c'est-à-dire l'histoire du bombardement chimique. Pourquoi? Parce que bon, le bombardement chimique lui-même était quelque chose de grave, bien entendu. Mais les réactions internationales à ce bombardement, toutes les gesticulations américaines, britanniques, françaises, bien que les Français étaient un peu plus sérieux, il faut le dire, dans cette histoire. Bon. Mais les gesticulations américaines, comme quoi on va intervenir, c'est pas possible, Bachar al-Assad a transgressé toutes les lignes rouges, etc. Et on sait comment ils ont laissé faire, avec un accord complètement boiteux, comme quoi le régime allait
allait détruire son armement chimique, et on va le laisser tranquille. Pourquoi ça a été un point extrêmement important? Parce qu'à la suite de cela, le régime a eu vraiment un permis de tuer, c'est-à-dire tuer par tous les moyens, sauf les armes chimiques. Et à partir de cette date, c'est à partir de cette date que l'intervention de Hezbollah en Syrie est devenue la plus importante. C'est à partir de cette date qu'ils ont repris des positions à l'opposition. C'est à partir de cette date surtout qu'il y a eu ce nouveau système de bombardement par ces armes particulièrement meurtrières que sont les barils d'explosifs et les barils de clous qui sont lancés sur les zones civiles et c'est fait pour tuer le plus grand nombre de gens. Il n'y a pas d'autre... Bon, pourquoi tuer le plus grand nombre de gens? Pour les amener à se déplacer, à quitter les zones, entre guillemets, libérées, comme cette partie d'Alep, comme avant une partie de Homs, comme la ville de Raqqa, comme maintenant la ville d'Idlib. Et en bombardant ces régions, vraiment, ce sont des dizaines de milliers de gens qui ont quitté la ville d'Idlib dernièrement. Alors, cette situation, j'ai commencé par cela en disant que c'est l'une des raisons de cette douleur très profonde qui étreint tous les Syriens, c'est qu'on a l'impression qu'elle va durer encore très longtemps. Pourquoi? Parce que aucune force sur le terrain n'est capable à l'heure actuelle de l'emporter. Aucune. Même si le régime a eu ce permis de tuer, il a des amis très sûrs, que sont la Russie et l'Iran. Il est surarmé. Il compte sur la lassitude aussi de la population. Il compte sur les réactions communautaires de la communauté alaouite, de la communauté chrétienne, qui a été encore plus craintive, des réactions étaient encore plus apeurées, plus craintives avec l'irruption de Daesh, bien sûr. Bon, et c'était un épouvantail terrible qui avait amené encore à plus les minorités, j'aime pas ce mot, mais enfin, eux-mêmes l'utilisent, donc je l'utilise, c'est-à-dire l'Église l'utilise et la communauté l'utilise. Mais les minorités se sont mis en tête que nous n'avons qu'un seul protecteur, c'est ce régime. Erreur qui a été commise déjà par les chrétiens irakiens plus tôt, qui sont restés collés à Saddam jusqu'au dernier moment. Et le résultat a été pratiquement la fin du christianisme irakien. Bon. Donc le régime est capable de se maintenir, mais il ne peut pas reconquérir du terrain perdu. Maintenant, les forces djihadistes non plus, avec surtout l'intervention de la coalition, qui n'est pas efficace tant qu'elle n'est pas terrestre, mais avec les bombardements aériens. Les bombardements aériens peuvent, à la limite, stopper l'avance de Daesh et de Nusra, encore que ce qu'on avait vécu ces derniers temps n'allait pas dans ce sens. Et il y a une ville, la ville de Salamiyya, qui a été menacée il y a 2 semaines par les djihadistes, justement, alors que ils sont bombardés. Il faut dire que le bombardement de la coalition vise surtout les forces de Daesh en Irak. On dirait que c'est l'Irak qui préoccupe surtout l'administration américaine, parce qu'ils considèrent que cet Irak-là est leur enfant. Et en fait, il est leur enfant et l'enfant de l'Iran. Bon, que ce régime est... Et c'est vrai que c'est un condominium américano-iranien en Irak aujourd'hui. Bon,
c'est comme ça. Donc, mais pour ce qui est de la Syrie, on sait que, d'ailleurs, pour les Français, ils ont dit clairement qu'il n'était pas question d'aller bombarder en Syrie. Bon. Si bien qu'on peut imaginer que la situation peut durer très longtemps. J'ajoute qu'elle va durer très longtemps aussi sur le plan politique. La situation régionale se complique chaque jour davantage. Le soulèvement syrien a pâti énormément d'avoir été entraîné dans le marécage des luttes régionales entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Bon. Du moment où il y avait ces deux axes, chaque soulèvement contre le régime syrien, qui est l'allié de l'Iran, ne pouvait paraître que l'allié de l'Arabie saoudite et de son petit frère ennemi, le Qatar, alors que à l'origine, il n'y a aucune raison pour l'Arabie saoudite, par exemple, de soutenir un soulèvement en Syrie, alors qu'ils avaient été contre le soulèvement en Tunisie, en Égypte, et qu'ils ont accueilli Ben Ali, et qu'ils ont soutenu Moubarak jusqu'au bout, et qu'ils soutiennent la contre-révolution sicienne à fond. Bon, donc il n'y a pas de raison pour qu'ils volent au secours d'un mouvement qui parle de démocratie, de droits de l'homme. Bon. Mais il y a les luttes régionales et l'opposition à l'axe qui passe par Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth, enfin Hezbollah, disons, qui fait que l'Arabie saoudite et le Qatar ont été entraînés aussi directement vers là. Dans ces conditions-là, avec ce qui se passe au Yémen depuis maintenant aussi quelques semaines, les choses se durcissent. Et des deux côtés, je crois que personne ne va accepter la défaite de ses alliés. C'est-à-dire, le régime va continuer à avoir le soutien absolu de l'Iran, du Hezbollah, de l'Irak, bon. Et de l'autre côté, je ne crois pas qu'on va laisser complètement s'effondrer l'opposition, quelle qu'elle soit. Bon. Cette situation est particulièrement dure parce que ce sont les Syriens qui paient le prix de ce blocage. Blocage militaire, blocage politique et tout ce qu'on dit des négociations au Caire, à Moscou, etc., comme il y a quelques jours, on le sait, n'aboutissent absolument à rien. C'était une mascarade absolument incroyable ce qui s'est passé à Moscou il y a une semaine. C'est-à-dire qu'une négociation entre des représentants du régime et des représentants d'une certaine opposition qui est l'opposition de Sa Majesté, quoi. Bon. Et malgré cela, ils n'ont pas réussi à avoir une seule concession de la part du régime. J'ajoute une dernière chose. À mon avis, l'un des points faibles, et pas des points forts de Bachar al-Assad, est qu'il ne fait pas de concessions. C'est-à-dire, depuis le début du soulèvement, en faisant un certain nombre de concessions, il aurait pu sauver la situation, sa situation. Bon, il aurait pu sauver, c'est-à-dire, ce qui ne va pas dire qu'il n'y aurait pas des revendications, un mouvement révolutionnaire démocratique en Syrie, mais pas violent, ni comme ça, mais pour obtenir plus de concessions. Mais le fait qu'il a refusé dès le début de faire la moindre concession, et le fait qu'il refuse de négocier, parce que ses représentants à Genève, rappelez-vous, Genève 2, ils ont été là pour insulter seulement les gens de l'opposition. Vous êtes des agents de l'impérialisme, vous êtes à la solde du sionisme, vous êtes je ne sais pas quoi. Mais il était incapable de faire la moindre concession. Même de dire, il y a des prisonniers et on va les libérer. Même pas tous, même un peu, quelques prisonniers. Même cela, il n'a pas voulu. Et il dit, vraiment, ce qui résume tout, c'est son slogan, c'est-à-dire Assad pour l'éternité, Assad ou
rien aux personnes. Assad ou nous détruirons le pays. Ce sont les slogans qui sont écrits sur les murs de toutes les villes syriennes. Et oui, nous y sommes. Non, nous en sommes là. Voilà. Merci Farouk pour cet exposé qui n'est pas profondément réjouissant, évidemment, mais qui nous permet de mieux comprendre les blocages de la situation syrienne. Donc c'est à vous de harceler Farouk de questions. Je vous en prie. Gérard. Bon, merci pour oui. Merci pour cet exposé qui effectivement est effrayant, quoi. Effrayant. Je crois qu'on ne peut que déplorer la situation actuelle. Et puis ce que Dominique a évoqué tout à fait au début, à savoir le désarroi d'une certaine opinion progressiste par rapport à ce problème et le silence qui entoure les affaires de Syrie, quoi. Les journaux encore ce matin, je le disais, font état du drame qui se déroule à Yarmouk, où combien de dizaines de milliers de Palestiniens enfermés dans ce quartier de Damas sont pris entre deux feux, assiégés par Daesh, les troupes de Daesh. Enfin bon. Tout ça est consternant. Pour revenir tout à fait au début, est-ce que tu n'aurais pas quelque peu minoré la gravité du soutien de la Russie que la Russie a apporté à ce régime, parce qu'à Paris on a été complètement dérouté, parce que on pensait que effectivement les forces démocratiques ne pouvaient que s'imposer par rapport à ce régime abominable, Bachar el-Assad. Et puis progressivement on a vu émerger, y compris dans les milieux progressistes, des gens qui trouvaient les moyens de soutenir que ces mouvements populaires, populaires, démocratiques, modernes, étaient plus ou moins utilisés par des forces obscures qui, on a vu des militants dire il y a des provocateurs là-dedans, il y a des gens qui brandissent des appareils pour prendre des photos, pour montrer que les choses ne se passent pas comme on pourrait le penser. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout cela? Est-ce qu'il n'y a pas eu effectivement beaucoup de manipulations? Allons-y, d'autres questions? Peut-être 2, 3 comme ça, je vous en prie. Oui, je pense que nous tous qui sommes ici, depuis des années, nous sommes attentifs au Moyen-Orient et particulièrement au problème palestinien. Et je trouve très grave que dans ce drame que les Syriens subissent maintenant et toutes les souffrances du peuple syrien, on ne pense pas en même temps encore suffisamment au peuple palestinien. Parce que les problèmes du Moyen-Orient, vous l'avez dit, sont très liés. Et vous êtes bien placé pour parler aussi de la Palestine. Donc je dois dire que je suis étonné quelquefois que certains amis très engagés justement au Moyen-Orient, en Palestine, avec les Palestiniens, ont parfois, à propos de la Syrie, des positions quelquefois qui m'étonnent un peu, si vous voulez, qui me posent question. Je crois profondément au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le général de Gaulle l'a montré, la politique du général de Gaulle l'a montré. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça veut dire que ce n'est pas aux pays occidentaux de décider qui doit diriger un pays. Et personnellement, j'ai trouvé quand même étrange que pendant des années, Sarkozy et maintenant le gouvernement français disent « Béchar doit partir ». Ce n'est pas aux Français ni aux Américains de décider qui doit diriger la Syrie. C'est aux Syriens. Aux Syriens. Et les Syriens, vous en avez parlé, c'est normal, il y a des points de vue différents, il y a des courants différents. Tout le monde n'est pas avec le gouvernement syrien actuel, tout le monde n'est pas contre le gouvernement actuel. Il y a en Syrie, vous le savez, des Syriens qui, devant la situation, disent finalement il vaut mieux le gouvernement actuel qu'autre chose. D'où le désarroi de l'opposition laïque. Mais c'est là où je pense que la France, les pays européens,
les États-Unis, les pays arabes, au lieu de soutenir un camp contre un autre, devraient favoriser le dialogue. Quand il y a une guerre civile, il ne faut pas envoyer des armes, il faut dialoguer. J'ai des amis syriens, opposition laïque, qui m'ont dit il faut demander au gouvernement français d'envoyer des armes. Ils m'ont dit ça il y a 1 an déjà. J'ai dit non. Envoyer des armes, où vont-elles aller ces armes? Donc il faut le dialogue. Il faut le dialogue entre Syriens, entre les Syriens de l'opposition, des oppositions, vous l'avez dit, laïques, frères musulmans, ou de certains Syriens qui sont encore dans l'appareil d'État. Vous savez mieux que moi que la Syrie, c'est un État quand même, un État avec des... Bon. Donc il faut rétablir le dialogue entre les pays comme la France, qui a un rôle au Moyen-Orient, doit favoriser le dialogue entre les Syriens, raisonnable, qu'ils soient dans l'opposition ou qu'ils soient encore avec le gouvernement. Et il me semble qu'elle doit favoriser le dialogue aussi au niveau international. Pourquoi est-ce qu'on est allié avec les Saoudiens et pas avec les Iraniens? L'Iran est un grand pays. L'Iran, je connais moi la question iranienne. L'Iran peut jouer un rôle très positif. Et je trouve que du côté du gouvernement français jusqu'à présent et d'une partie de l'opposition en Syrie, on n'a pas suffisamment réfléchi à l'importance du rôle de l'Iran. Et il faut non pas choisir l'Iran contre les États arabes, mais il ne faut pas choisir non plus certains États arabes contre l'Iran. Donc voilà un peu dans quel sens je voudrais. Merci. Encore une question et puis on donne la parole à Farouk. Je vous en prie. Bonjour, moi je veux juste ajouter un petit détail concernant le camp Yarmouk, parce qu'il a été cité 3 fois déjà, que hier j'ai reçu un mail pour m'inviter à participer à une manif à Paris le 17 avril pour soutenir le camp de Yarmouk. Alors j'ai répondu que je vais y aller, mais je ne vais pas me montrer comme syrienne qui soutient la révolution, parce que j'ai été chassée une fois en tant que syrienne qui soutient la révolution d'une manifestation pro-palestinienne. Mais je me suis demandé s'il parle du même camp, Yarmouk, qui est assiégé depuis 3 ans, qui est affamé, qui est bombardé, et il y a plein de jeunes palestiniens qui ont été bien sûr torturés et dans les prisons du régime jusqu'à la mort, et personne n'a réagi. Pendant 3 ans, personne n'a entendu tout ça, et maintenant on parle de Yarmouk et on veut manifester pour le Yarmouk parce qu'il y a eu un accrochement entre Daesh et des combattants palestiniens. Donc, je voulais juste vous ajouter ce détail parce que je trouve que c'est scandaleux et ça raconte beaucoup de choses. On va donner la parole à Farouk. Je voudrais dire juste un mot sur Yarmouk. C'est quelque chose qui ne s'était jamais produit dans toute l'histoire du peuple palestinien, c'est qu'il y ait des morts de faim. C'est une chose absolument incroyable et qui ne date pas des derniers jours, mais qui date des années de siège. C'est une chose qu'il faut avoir en tête quand on réfléchit à Yarmouk. C'est une expérience sans précédent pour le peuple palestinien. Oui. Justement, je peux commencer par là. Yarmouk est un camp palestinien, le plus grand camp palestinien en Syrie, à proximité de Damas, et qui est encerclé depuis 3 ans, qui a eu des milliers de morts. Certainement, le nombre des Palestiniens qui ont été tués en Syrie dépasse le nombre des morts durant la 2e intifada. Bon, on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est-à-dire, on est parti à l'idée que les Palestiniens, quand ils sont réprimés par Israël, on se solidarise avec eux, mais quand c'est un pays arabe, personne ne vole à leur secours. C'était le cas depuis longtemps, mais il y avait entre Palestiniens une solidarité réelle. C'est-à-dire, il y avait une solidarité réelle avec le camp de Tal Zatar, quand il a été encerclé déjà par le gouvernement syrien, par le père de Bachar, et par les phalangistes alliés.
Bon. Et cela a été le cas des camps de Tripoli. Quand il y a eu les camps de Tripoli en 83, les Palestiniens de Ramallah, de Jenin, etc., mais aussi les Palestiniens à l'intérieur, en Galilée, à Haïfa, etc., qui ont manifesté leur solidarité. Là, c'est pour la première fois, on a réussi à détruire même cet élan de solidarité interpalestinien. C'est-à-dire que des Palestiniens participent au siège du camp, les Palestiniens qui sont proches du régime syrien, Ahmad Jibril, avec leurs alliés du Front populaire et du Front démocratique. L'autorité palestinienne à Ramallah a réagi d'une manière particulièrement molle. Et la personne qu'elle a envoyée à Damas a fait des déclarations abominables. Bon, comme quoi les assiégés, s'ils sont assiégés, ils paient leurs fautes, grosso modo. Bon. C'est eux qui l'ont voulu. Et l'ont voulu comment? Parce que dans ce camp, ils ont accueilli des réfugiés, des jeunes qui fuyaient des autres quartiers. C'est-à-dire, et les Palestiniens de Syrie, il faut le dire, sont les Palestiniens les plus intégrés dans les réalités syriennes. Ils sont Palestiniens et Syriens. Ce n'est pas le cas des Palestiniens du Liban, par exemple, bon, qui sont dans des conditions particulièrement difficiles. Là, ils sont intégrés. Il y a... Ils exercent tous les métiers, il y a des mariages mixtes à n'en plus finir, etc. Je veux dire ils font partie aussi du tissu social syrien. Donc c'était normal aussi qu'ils participent de ce soulèvement. C'est pas vrai que comme si c'était un groupe étranger dans le pays et à qui on pouvait dire attention, ne vous mêlez de rien. C'est impossible. Bon. Il y a des officiers palestiniens, donc peut-être il y a des déserteurs dans l'armée parmi ces Palestiniens, etc. Bon, maintenant je vais revenir à la question et à l'intervention de Père Lelon. Moi je crois que l'un de nos grands problèmes, c'est que on n'a pas bien défini, on n'a pas en tête exactement la nature du régime syrien. Rappelez-vous toute son histoire, toutes les promesses faites par le régime syrien depuis le début. Aux Français, rappelez-vous les promesses de Hafez à Mitterrand. Après, ils ont tué un ambassadeur de France à Beyrouth. Vrai ou pas? De Lamar. Il y a eu l'attentat qui a été soutenu par la Syrie contre l'armée française présente au Liban. Pendant longtemps, je ne dis pas moi que les prétentions, attention, je ne dis pas que les prétentions françaises au Liban sont toutes justifiées. Bon, mais les prétentions syriennes non plus. C'est-à-dire, bon, les prétentions syriennes non plus, d'une domination totale du pays. Bon, et après cela, on oublie tout. On invite Hafez Assad à Paris. Mitterrand va à Damas, c'est le voyage de Canossa. Bon. Et laissons ça. Plus tard, Chirac accueille Bachar à Paris et devient son parrain, presque. Alors que Bachar n'était pas encore désigné, il n'était pas élu. On disait qu'il allait succéder à son père. Alors voilà le président d'un grand pays démocratique qui décide, lui, que Bachar est le futur président de la Syrie, alors qu'il n'y a pas eu d'élection, que Hafez n'était pas mort et qu'il n'y a pas eu d'élection et tout ça. Mais c'est comme une chose normale que Bachar succède à son... Ensuite, quand les relations se sont détériorées entre Bachar et Hariri, qui était l'ami de Chirac et le protégé de l'Arabie Saoudite, et on a assisté à cette... Bon, là, rupture des relations avec Bachar. Sarkozy rétablit le truc et accueille Bachar le 14 juillet, sur la tribune du 14 juillet. Bon, avec la promesse d'aider à calmer la situation au Liban. Bon, mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Et là, maintenant, dernièrement, tout ce qu'on lui demandait, aidez-nous à faire élire un président libanais. Bon, ce que
le Hezbollah ne veut pas, parce qu'ils veulent que le général seul soit président. Et avec ça, bon, c'est un régime qui, comme je l'ai dit, qui ne fera jamais la moindre concession. Il n'a jamais fait la moindre concession à l'intérieur du pays, à quiconque. Les relations avec la Turquie étaient au beau fixe avant le soulèvement. La Syrie en profitait et la Turquie en profitait sur le plan économique. Et c'était, à mon avis, sur un pays frontalier sur 1000 kilomètres, c'était une très bonne chose, surtout que cela pouvait aider à commencer à trouver une solution au problème kurde, qui est le grand problème de la Turquie aussi. Bon. Les Turcs ont essayé pendant 2-3 mois d'arracher quelques petites concessions à Bachar, comme quoi, faites une déclaration, au moins adressez-vous à la population. Daoud Oglo a été à Damas que pour ça. Bon, il a été insulté, alors qu'il était dans le pays. On a dit, va te faire voir ailleurs. Et c'est un régime qui fera la moindre concession. Maintenant, l'Iran, puisqu'il s'agit de l'Iran, ben, moi je crois, personnellement, j'avais un rêve qu'il y ait un jour une sorte d'un grand accord entre ces trois peuples qui sont les grands peuples de l'islam central, les Arabes, les Turcs et les Iraniens et tout ça. Bon, mais on sait que la géopolitique ne suit pas nos désirs culturels, disons, et que les Iraniens ont des ambitions que certains expriment d'une manière très crue. Bon, vous savez que le régime iranien est un régime très solide, qui sait faire de la politique et qui sait manœuvrer admirablement. Il n'y a pas de doute. Bon, mais une déclaration comme celle du principal conseiller de Rouhani, qui dit « Nous sommes en train... » je vous envoie la référence exacte. Nous sommes en train de reconstituer l'Empire perse avec sa capitale Bagdad. Bon. Et non seulement c'est une provocation envers de tous les musulmans sunnites aussi, parce que cela signifie que la conquête arabe, on est en train de l'annuler, la conquête arabe des origines, et on est en train de reprendre Bagdad. Parce que alors que c'était là la capitale, l'emplacement de Bagdad était la capitale de l'Empire perse. Quand un autre grand responsable iranien dit « Nous détenons 4 capitales arabes. Nous avons en main 4 capitales arabes. Bagdad, Damas, Beyrouth et Sanaa. » Bon. En réaction, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire, vous imaginez qu'il va y avoir un élan d'amour de la part des Arabes pour les Iraniens? C'est impossible. Et les provocations quotidiennes aujourd'hui en Syrie, avec des provocations à l'intérieur de la mosquée des Omeyyades, des insultes à l'égard des 2 premiers compagnons du prophète, Abu Bakr et Omar. Là, ça s'est passé il y a 3-4 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, quelle est cette politique imbécile de la part d'un État qui est fort, qui est puissant, qui arrive à négocier avec les grandes puissances à égalité, pour aller faire des provocations confessionnelles de ce genre. Bon, et déjà, quand le Hezbollah est entré à Damas pour sauver les lieux saints, ça nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas, depuis les croisades. Bon, je veux dire que toute cette histoire est tellement... moi, personnellement, je critiquais l'opposition syrienne au début de n'avoir pas ouvert un dialogue avec les Russes et avec les Iraniens. Bon, je crois que c'était nécessaire. Bon, mais non, c'était nécessaire. Mais comme je l'ai dit, cette opposition est elle-même tellement divisée, tellement incapable de faire qu'il y a... Il y a des gens à l'intérieur qui ont dit ce serait bien d'essayer de parler avec les Iraniens pour expliquer. Nous ne sommes pas contre le peuple iranien. Pourquoi voulez-vous que les Syriens soient contre le peuple iranien? Et pourquoi voulez-vous qu'on soit contre les Russes, déjà? C'est-à-dire, il n'y a pas de raison particulière. Bon, entre la Syrie et l'Union soviétique, il y avait des relations très étroites, en dehors de toute
c'est-à-dire toute présupposition idéologique. Bon, mais il y avait des relations et cela s'est poursuivi avec la Russie. Bon, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas. Ce sont les Russes qui ont arrêté à 3 reprises au Conseil de sécurité toute décision concernant la Syrie. Donc, ils ont permis au régime de réprimer davantage, et qui ont eu de ce fait aussi des réactions anti-russes en Syrie. Bon. Et la même chose concernant l'Iran. L'Iran, aujourd'hui, est en train de jouer un jeu très, très dangereux sur le plan confessionnel. Bon, sur le plan confessionnel, ce qui se passe au Yémen est très dangereux. C'est-à-dire qu'il provoque des guerres civiles partout, et sur une base purement confessionnelle. Et vous imaginez l'état du monde musulman si on revient à la guerre sunnite chiite à n'en plus finir. Et vraiment, donc, dire que la politique internationale doit être... Ben, ils ont négocié avec l'Iran et ils ont arrivé à des solutions. Et c'est pas vrai que les États-Unis étaient complètement... n'a jamais été, d'ailleurs, du côté du soulèvement syrien. Quand? Qu'est-ce qu'ils ont apporté au soulèvement syrien? Bon. Chaque fois qu'il y avait... Ils ont essayé de passer à l'ONU un certain nombre de résolutions et ils n'ont pas réussi parce qu'il y a eu le veto soviétique et chinois. Et puis après, la politique d'Obama consiste à se retirer de la région et non pas à s'installer. Il y a des gens qui parlent comme quoi les Américains veulent conquérir de nouveau, veulent envoyer une armée. Au contraire, ils sont en train de retirer leur armée de l'Afghanistan et de l'Irak. Et c'est toute la politique de l'administration américaine actuelle. Alors, dire que le danger principal maintenant dans la région d'intervention étrangère est le danger américain n'est pas vrai. N'est pas vrai. La force d'intervention la plus importante aujourd'hui dans la région, c'est l'Iran. Je voudrais qu'on revienne, parce qu'on a passé vite, sur les raisons du malaise dans l'opinion progressiste. Est-ce que, à ton avis, une des clés de compréhension de ce malaise, ça n'est pas une espèce de retard dans les grilles de lecture? C'est-à-dire, on a l'impression que pour un certain nombre de militants ou de gens, au fond, la Russie, ça n'est rien d'autre que l'Union soviétique prolongée. Et avec un déni, au sens psychanalytique du terme, de tout ce qui contredit, et Dieu sait que ça ne manque pas, jusqu'à tout récemment le soutien ouvert de Poutine et de son régime aux extrêmes droites européennes. On a quand même une politique qui ne se limite pas au soutien à Marine Le Pen. Le régime est intervenu pour qu'elle ait un prêt très important. Voilà, et on le sait, on l'apprend. Je reviens d'Allemagne, j'ai fait un reportage. Le nouveau parti d'extrême droite qui s'appelle l'Alternative für Deutschland a visiblement un soutien de la part de la Russie et renvoie à l'ascenseur en soutenant les positions de la Russie, en particulier en Ukraine. Est-ce que, au fond, tout ça n'est pas une espèce de vision dépassée d'au moins 30 ans de ce qu'est devenue la Russie? Il ne s'agit pas d'attaquer la Russie, mais de constater que c'est un régime qui défend des intérêts d'État tels qu'ils sont compris par une élite qui est une élite faite surtout d'oligarques et d'éléments de l'appareil de sécurité. Tout ça ensemble, c'est pas forcément l'intérêt de la Russie, mais en tout cas c'est la manière dont ils la voient. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de central dans la difficulté? Parce que du coup, effectivement, Bachar, c'est plus Bachar, mais c'est Hafez, et Hafez, c'était l'allié de l'Union soviétique, de la même manière que Saddam Hussein l'était. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'erreur fondamentale dans les grilles de lecture? Oui. Il y a, à mon avis, plusieurs raisons à la désaffection, disons, de l'opinion publique et surtout de l'opinion de gauche.
cela n'a pas été exactement le cas au début du soulèvement. Il m'est arrivé personnellement de parler, d'être invité par je ne sais pas comment on appelle ça, la réunion nationale du PC. Bon, réunion où il y avait 700, 800 personnes, quoi, c'est énorme. Peut-être au mois de mai. Bon. Des dirigeants, des responsables du PC venaient manifester avec nous au Châtelet quand on se réunissait chaque samedi. Bon. Cela a duré jusqu'à la fin de 2011, je crois. Et puis après, il y a eu justement des doutes que le PC a exprimé dans un tract une fois, c'est-à-dire tout en disant qu'il était du côté du peuple syrien, mais il commençait à émettre des doutes sur la direction. Bon. Et en effet, il y avait des raisons aussi objectives pour cela, parce que l'opposition commençait à s'organiser, il y a eu la constitution du Conseil national syrien, et il faut le dire que dès le début, le Conseil national syrien a commis des erreurs énormes. Bon, depuis le début, depuis qu'il a été fondé. Bon, et il est apparu très vite, et justement, c'est à l'intérieur de ce Conseil que les frères musulmans ont commis leurs erreurs les plus graves, parce qu'ils avaient leur place là, mais ils ne pouvaient pas avoir toute la place. Or, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé d'avoir la même mise sur le Conseil dès le début. Et alors que les autres personnalités qui étaient là n'avaient pas de troupes derrière elles et étaient coupées de l'intérieur et étaient déjà des gens qui vivaient à l'étranger. Alors que les jeunes des comités de coordination, etc., bon, on voyait un délégué, tout ça. Mais le Conseil, dans sa constitution, a été soutenu tout de suite par le gouvernement turc et par le Qatar. Bon, et cela a certainement nui à sa crédibilité, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bon. Ensuite, il y a eu toute l'expression de la division à l'intérieur de l'opposition, et surtout la montée progressive du djihadisme dans l'action militaire. Bon, d'abord à Nosra, et bien entendu, ensuite, après, il y a un an et quelques, Daesh, l'État islamique. Bon. Il faut dire aussi que le régime a eu, dès le début, un plan médiatique qui a marché parfaitement. Le plan médiatique, c'était depuis le premier jour. Il a dit, ce sont des terroristes, ce sont des djihadistes, ce sont des gens qui sont à la solde des puissances étrangères. Bon. Et puis après, chaque fois qu'il y avait... Bon, une fois qu'il y a eu militarisation, c'est sûr qu'il allait y avoir un besoin d'armes. Là aussi, mon père, vous voyez, c'est là aussi qu'il y a eu l'appel aux autres pour avoir des armes. C'est-à-dire, la Russie continuait à armer le gouvernement syrien, mais vraiment massivement. Et il y avait aussi un soutien, très logistique, pas en hommes, mais un soutien logistique et de renseignement de la part des Iraniens. Alors que l'opposition, une fois qu'elle s'est militarisée, avait besoin d'armes. Il n'y a pas de doute. Et d'où voulez-vous que ça vienne, sinon des pays voisins de la Turquie, par la Turquie ou par la Jordanie, et qui va les fournir, sinon des puissances occidentales. C'est-à-dire, il n'y a rien à cacher là. Ce sont des évidences de la situation frontalière, de la situation des conflits régionaux, etc. Et puis, de toute façon, cette opposition que j'appelle toujours, moi, autoproclamée, c'est-à-dire celle qui a prétendu représenter le peuple syrien à l'étranger, cette opposition n'a cessé de commettre des erreurs et de ne pas trouver même une tonalité. Bon, maintenant, on connaît tous les milliers d'opposants qui sont dispersés dans le monde.
des intellectuels de premier plan, des artistes, des écrivains, des cinéastes, et tout ça. La crème de la crème du pays, qui est dispersée, qui est à l'étranger. Et c'est l'opposition. Mais c'est une opposition qui n'est pas une opposition organisée, qui n'est pas et qui ne constitue pas qui ne vise pas déjà à prendre le pouvoir et qui ne prétend pas prendre le pouvoir. Bon. Et c'est l'une aussi des grandes raisons du désarroi, justement, de tous ces gens, tous ces intellectuels, ces artistes, ces militants sincèrement démocrates, pas confessionnels pour un sou, etc. Nous les connaissons et qui appartiennent d'ailleurs à toutes les communautés du pays, aussi bien sur le plan ethnique des Arabes et des Kurdes que sur le plan confessionnel. Musulmans, chrétiens, alaouites, musulmans sunnites, alaouites, druzes, etc. Bon, et qui sont tous dans le désarroi, justement, parce qu'ils ne se sentent pas représentés par l'opposition officielle de l'Etilaf et du Conseil national, et parce qu'ils se rendent compte que l'opinion publique mondiale est dans une indifférence totale vis-à-vis de ce qui se passe. J'ai commencé par parler de l'humanitaire parce que c'est ça qui m'étouffe. C'est-à-dire, OK, vous ne voulez pas soutenir le soulèvement, ne le soutenez pas. Mais au moins ayez une solidarité avec tous ces... 12 millions, la moitié de la population quand même. Je veux dire, c'est pas une chose banale. Bon, rien. Et quand il y a quelques jours, à la mi-mars, il y a eu une manifestation à Paris, à laquelle, en principe, plusieurs partis politiques, y compris les partis de gauche, le PC, le parti de gauche, les Verts, ont signé. Bon, pour une manifestation, les partis de gauche, non? Si, je crois. Oui. Et la CGT, plus Amnesty International, Ligue des défenses des droits de l'homme, etc. Bon. Il y avait 2000 personnes, à peine 2000 personnes entre la République et l'hôtel de ville. Bon, mais devant une catastrophe humanitaire, un drame comme cela, on imagine quand même que les gens vont avoir un élan de solidarité qui est différent. Encore une fois, pour le géopolitique et ce qui étouffe les revendications des Syriens, y compris leurs revendications humanitaires, y compris leurs demandes d'aide. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a derrière eux l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, il y a la Turquie, il y a je ne sais pas quoi. Bon, et en ne pensant qu'à ça, on oublie qu'il y a 4000. Vous connaissez la situation des réfugiés syriens au Liban, qui sont mais maltraités, mais d'une manière inimaginable, quoi, et qui sont manipulés, et qui ont vécu dans des conditions absolument affreuses cette année, parce que c'était l'hiver le plus rigoureux, je crois, depuis 50 ans, dans la Bekaa, à moins 10, moins 15. Bon, avec une population entière qui est sous les tentes, avec la moitié des enfants qui ne sont pas scolarisés. Bon, c'est cela qu'on demande aux gens, mais écoutez, au moins aidez-nous à ce niveau. Bon, vous ne voulez pas apporter un soutien politique, n'apportez pas ce soutien. Mais même là, personne ne bouge. Et c'est ça qui est insupportable. Voilà. D'autres questions? On peut encore en prendre une série. Je vous en prie. Alors, bonjour. J'aimerais savoir si vous pourriez nous faire un petit résumé de la situation dans les prisons du régime, savoir ce qui s'y passe exactement, le nombre de prisonniers qu'il y a. On a l'impression qu'il augmente de jour en jour, mais quel est leur avenir à ces prisonniers? Que vont-ils devenir? Et comment régler leur situation? D'autres questions? Ici, madame. Déjà, il y a quelques semaines, mais j'ai Alzheimer, alors je ne sais plus le nom de l'intervenant, qui avait dit que la solution, puisque la solution armée paraissait figée, c'était l'humanitaire.
Mais je pense que le gros de la population qui pourrait être sensibilisée à cette situation ne voit pas, ne sait pas comment. Qu'est-ce que ça veut dire, l'aide humanitaire? Ça veut dire faire sortir tout le monde de Syrie et le mettre dans des camps autour, ou bien financer de l'aide matérielle qui va aller là-bas, mais qui ne les protégera pas des bombardements. Donc concrètement, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui manifesteraient s'ils comprenaient, s'ils voyaient concrètement que peut-être cette aide humanitaire. Oui. Oui, d'abord, merci pour la qualité de l'exposé. Je voulais te poser la question, en fait, deux questions. Il semble que les pays occidentaux, y compris la France, bien sûr, ont eu des paroles, souvent même très violentes contre Assad, mais c'est jamais sorti des paroles. Tu vois ce que je veux dire? Ça a commencé sous Sarkozy, Juppé, ça continue avec Fabius, avec Hollande. Et il y avait peut-être, tu as évoqué en août 2013, on aurait pu intervenir, les Américains ont freiné pour des raisons que tu évoquais. Enfin bref, je trouve que la passivité des pays occidentaux, à mon avis, il y a une certaine responsabilité des pays occidentaux, même si, bien sûr, ça se règle entre Arabes. Tu as tout à fait raison. Moi, je faisais partie d'une association d'amitié France-Syrie. J'ai démissionné quand j'ai vu qu'on défendait le régime d'Assad, et je trouvais ça scandaleux dès la fin de 2011. Bon, ce sera l'essentiel, parce que je voudrais que tu puisses répondre. Monsieur, ici. Juste une petite... deux questions. Concernant l'aide humanitaire, il ne faut pas oublier, parce qu'il ne faut pas parler seulement des réfugiés qui sont à l'extérieur de la Syrie. Les plus nombreux sont à l'intérieur et ils ont besoin d'aide. Mais tu n'as pas parlé des conséquences des embargos des pays occidentaux sur l'économie syrienne et qui appauvrit les Syriens et qui se retrouvent en conséquence chômeurs et sans ressources. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, concernant ce que dit monsieur, l'intervention occidentale suite à l'affaire des armes chimiques, dont on ne connaît pas l'origine, puisqu'il y a des hypothèses... Il y a des hypothèses contradictoires, dont une étude du MIT. Bon, ceci étant... Sur ce point, je ne discute pas. Je ferme ma parenthèse, c'est pas la peine. Je ferme la parenthèse. Si l'Occident avait attaqué, on aurait eu Daesh sur toute la Syrie en ce moment. Il n'y avait pas de Daesh en Syrie. Non, pas du tout. Alors, 4 questions en 6 minutes. Regarde les dates. Regarde les dates. L'attaque chimique est arrivée le 21 août 2013. Bon, 21 août, Daesh n'avait pas encore ni conquis l'Irak, ni conquis Mossoul, absolument pas. Et je vais te dire, le jour où il y a eu les menaces, les officiers, les grands officiers syriens commençaient à faire leur valise, parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas tenir devant 2 bombes sur le palais présidentiel. Après cela, il y a eu 150 000 morts en Syrie. La non-intervention internationale occidentale était criminelle. Ce n'est pas l'intervention occidentale. Il n'y a pas eu d'intervention occidentale. Il y a eu une non-intervention. Comme la non-intervention en Espagne dans les années 30 était catastrophique et criminelle. On ne peut pas dire que c'était l'intervention. Les Occidentaux ont tout fait pour ne pas intervenir, pas pour intervenir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. À chaque fois qu'on a parlé d'un couloir humanitaire au début, ils ont dit non, on ne peut pas faire le couloir humanitaire. Bon, on a parlé d'une zone d'interdiction aérienne. On ne peut pas faire d'interdiction. On a parlé d'une zone tampon entre la Syrie et la Turquie. On ne peut pas faire cette zone-là parce que ça souleverait des problèmes, etc. Et puis, on va punir
le régime, et puis on ne le punit pas, au contraire, on le laisse sévir depuis août jusqu'à maintenant, sans aucune restriction. Voilà ce qui s'est passé. Quelle est l'intervention, comment les Occidentaux ont intervenu pour arrêter le régime depuis août 2013? Rien. Rien. Alors, pour ce qui est des prisonniers, vous savez, les prisons syriennes, depuis les années 80, on a des témoignages, d'ailleurs, qui ont été traduits en français, et on a des œuvres littéraires de grande qualité. Bon, lisez La Coquille, lisez 13 ans dans les prisons syriennes, ou le dernier livre qui vient de paraître en français de Yassine Hassaleh, aux éditions Les Prairies Ordinaires. Bon. Et on a, en plus là, on a nos amis qui ont été en prison et qu'on connaît, et on sait ce qu'ils ont subi, notamment ceux qui sont passés par la terrible prison de Palmyre, bon, qui était un véritable camp de concentration. Là, depuis le début de la Révolution, les prisons ne sont pas des prisons, ce sont des abattoirs. Et le nombre des morts en prison est incalculable. Il n'y a personne qui arrive, qui peut dire combien de gens sont morts en prison. Bon. Et le nombre même de prisonniers dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Il y a quelques jours, à Moscou, dans les rencontres qui ont eu lieu, Samir Haïta a donné aux représentants du gouvernement syrien le nom de 8895 prisonniers, et l'autre a refusé de prendre la liste. Bon. En fait, il y a peut-être 10 fois plus, 20 fois plus, on ne sait pas. Et ce qu'on sait, c'est à travers les informations données par les familles des prisonniers et qui sont publiées dans, que vous allez voir sur tous les réseaux sociaux, avec leurs photos, bon, mais il n'y a pas de jour où il y a pas 4, 5, 6 personnes en prison qui sont mortes en prison. Et il y en a parmi eux, d'ailleurs, un ami qui était à Paris, ici, étudiant, qui était notre collègue Omar Aziz, qui a été arrêté en 2011 et qui a été torturé, et il est mort en prison. Voilà. L'humanitaire. Oui, l'humanitaire. Non, mais l'humanitaire, d'ailleurs, je vais revenir aussi à l'aspect. L'humanitaire, c'est vrai que l'humanitaire est aussi politique, hein. Il n'y a pas de doute. Parce que, vous savez que toute aide internationale humanitaire doit, en principe, passer par le gouvernement du pays. Donc là, c'était l'un des grands problèmes. Puisque c'est même, disons, imaginons, la Croix-Rouge va œuvrer en Syrie, elle doit passer par le gouvernement syrien. Bon, donc, autant dire que ça n'a aucune utilité. Bon, l'humanitaire, au début, l'idée de faire un couloir humanitaire, bien entendu, il fallait le protéger, ce couloir. Bon, d'où toutes les difficultés qui sont nées par la suite. Mais il y a un nombre d'associations qui travaillent un peu partout, au Liban, dans les pays du Golfe, à l'intérieur du pays, bon, pour la réhabilitation, sur le plan, par exemple, des soins médicaux, sur le plan de l'enseignement, surtout, de l'éducation des enfants. Il y a des écoles qui ont été créées, notamment au Liban, mais aussi à l'intérieur du pays. Et ce n'est pas facile parce que ces écoles elles-mêmes sont bombardées régulièrement, comme pour détruire toute espèce de vie dans les zones qui échappent au contrôle du pouvoir. Bon. Mais je veux dire que même quand je parle de réaction humanitaire, je ne parle pas seulement de dons ou tout cela, parce qu'il y a des associations qui ramassent de l'argent et qui sont des associations honnêtes et qui arrivent à donner de l'argent. Hein? Bon. Oui, mais par exemple, il y a à Paris, comment s'appelle le Cotsi, COD2SY, bon, qui est un regroupement d'associations de soutien et qui sont des gens extrêmement honnêtes et qui travaillent, mais vraiment que dans l'humanitaire, à la fois sur le plan médical et sur le plan éducatif.
Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc, je dis qu'il y a la possibilité de soutenir de cela, mais surtout de parler, de montrer de la compassion pour cette population. Mais c'est ce qui manque. C'est-à-dire, on entend aujourd'hui dans la presse qu'il y a deux forces. Il y a le régime et il y a Daesh. Et vous devez choisir entre... Mais je ne sais pas comment on peut choisir, d'ailleurs. C'est-à-dire, comment on peut imaginer, comment on peut logiquement imaginer que Bachar puisse unifier, amener à une réconciliation nationale. Comment c'est possible, après tout ce qui s'est passé? C'est quelque chose d'absolument impensable, impossible. C'est-à-dire, il y a quelques personnes qui ne peuvent pas faire ce travail, quelle que soit la solution, même en gardant la structure du régime. Il y a quelques personnes, des personnes symboliques, qui symbolisent le régime et qui ne sont dans l'impossibilité totale de réaliser la paix civile. C'est pas possible. Voilà. Ben, je remercie Farouk d'être venu nous parler.